Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui je vous propose de retrouver le patron du studio de jeux vidéo indépendant La Moutarde, qui s'appelle François Bertrand et qui me présentait en direct sur Twitch son dernier jeu qui est Terra Memoria, un JRPG où on va incarner des mages tentant d'élucider certains mystères, mais aussi potentiellement même de venir en aide au monde entier. On est sur un univers fantasy avec une caméra qu'on va appeler top-down, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes sur une vue un petit peu de trois quarts, où le décor est en 3D, mais le personnage lui-même va être en 2D. On va avoir une mécanique de combat au tour par tour qui est assez intéressante parce que ça va prendre beaucoup appui sur la temporalité, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir des sorts qui prennent plus ou moins de temps à faire et des ralentissements que vous pouvez infliger aux ennemis, ce qui vous permet par exemple de jouer 2 fois avant eux. Donc en fait il y a une mécanique de combat qui s'est mise en place, il y a tout un univers à découvrir et on est quand même sur quelque chose de très ambitieux pour un jeu indépendant. Évidemment, vu qu'on est sur une découverte en live, il y a un côté un petit peu informel aussi, c'est-à-dire que les gens qui regardent au moment du direct interagissent dans le chat et effectivement, donc ils écrivent leurs messages. François et moi, on interagit avec eux, donc il y a une partie de ça que vous allez retrouver en termes de dynamique. On va se retrouver aussi avec des échanges très riches. Donc effectivement, voilà, on a des choses qui à la fois sont assez rigolotes et en même temps assez techniques, puisque aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de retrouver une partie de cet entretien que nous avons eu, justement sur la partie technique d'un côté et de financement de l'autre, pour voir un petit peu comment le studio a réussi en fait ce tour de force de nous sortir un jeu de rôle finalement assez ambitieux. Voici tout de suite l'entretien avec François. Si j'évoque un troisième jeu, je suis obligé de remarquer que vous avez fait 2 jeux qui ont rien à voir, même si c'est vous, donc il y a forcément quelque chose à voir. Mais du coup, ma question c'est un troisième jeu, est-ce qu'il se dirigerait forcément vers encore autre chose de différent? Et j'ai vu tout à l'heure dans le chat plus jamais de RPG, mais est-ce que ça se dirige vers quelque chose de différent, ou est-ce que au contraire à un moment donné vous allez peut-être vouloir je sais pas, il y a quelque chose dans Terra Memoria, il y a quelque chose de l'autre côté où à un moment donné vous dites voilà, on voudrait prendre ça et en fait le développer. Alors, on dirait que les 2 jeux n'ont aucun rapport, mais en fait, il y a quand même pas mal de similitudes qui sont, je pense, dans l'ADN de la boîte. Déjà, les 2 jeux racontent une histoire. Même si Old School Musical est un jeu de rythme, c'est un jeu de rythme avec un gros mode histoire, avec des cinématiques, avec une aventure que tu suis, ça raconte quelque chose. Et Terra Memoria, c'est pareil. Donc je pense que déjà on a cette volonté dans le studio de raconter des histoires. C'est-à-dire que il y a peu de chances que le prochain jeu ça soit un party game à la Fall Guys ou un jeu qui a pas de scénario comme Among Us, un jeu très très gameplay en fait. Je pense que quoi qu'il arrive, on a envie de raconter des histoires et que ça va continuer. Donc quoi qu'on fasse, on va retrouver ça. Ensuite, on a quand même un énorme amour pour la musique dans le jeu vidéo. Ça, c'est la composante sur les 2. Bon, bah, le premier, c'est un jeu de rythme, donc forcément, c'est évident qu'on a un amour pour la musique dans un jeu de rythme. On a travaillé avec beaucoup d'artistes en plus sur Old School Musical, sur des artistes en plus mondiaux. On a travaillé avec des Suédois, on a travaillé avec Toriena qui est au Japon, que je suis allé rencontrer au Japon d'ailleurs pour l'occasion. Donc on a travaillé avec vraiment tout un tas d'artistes sur la musique. Et là c'est pareil sur Terra Memoria. Nicolas Hipponeko, donc qui a fait la BO et le sound design du jeu. En fait, il a fait un travail sur Terra Memoria qui dépasse tout. Il y aura une super conférence à faire sur à quel point le sound design de Terra Memoria est délirant. En fait, à un moment, il était tellement frustré par le fait que les devs, on n'avait pas le temps de lui implémenter ces trucs qui étaient pas très importants pour la prod au global. Il s'est dit non, mais moi je veux ça, donc je vais le faire. Il a appris à dev. Donc on a le seul compositeur de France qui sait dev, je pense. Il a appris à dev juste pour pouvoir intégrer ces features. Donc il a codé par exemple des trucs qui calculent le nombre d'arbres à proximité pour calculer le vent et le machin et les espèces d'arbres, trucs en fonction du personnage que t'as et de la surface sur laquelle tu marches. T'as des bruits différents, le poids du personnage rentre en compte. En fait, il a fait un travail les petits oiseaux, les petits. Il y a un travail de sound design qui est absolument incroyable.
Et du coup, ça, c'était vraiment, ça aussi, ça fait partie de notre ADN. D'ailleurs, on aimerait continuer de travailler avec Hipponeko parce que on s'adore. Moi, j'adore travailler avec lui. C'est un ami d'enfance en plus de longue date, avant d'être le compositeur de nos deux jeux. J'aimerais qu'on continue de travailler ensemble parce que il fait un taf incroyable. Il a un amour qu'on retrouve dans ce qu'est nous, notre volonté, un amour pour la musique qui dépasse l'entendement. Il a vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un musée des instruments chez lui en fait. Donc vraiment, il a ce truc il est dedicated à son art quoi. C'est vraiment, c'est un petit peu comme Christophe Herral et tout ça, tu vois. D'ailleurs, ils s'entendent très très bien tous les deux. Ah bah, ok. C'est un peu le même délire en fait. Ils sont à fond quoi. Et donc du coup voilà, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans nos deux jeux et que je pense on va retrouver dans le troisième. Donc des expériences narratives, des expériences aussi sonores, musicales très fortes. Et peut-être que finalement le prochain jeu, on trouvera un lien plus évident qu'on ne le croit entre les deux jeux actuels. Peut-être qu'on sera à la contrée des deux, je sais pas encore. Je ne peux rien dire. Je sais pas encore. Je sais en fait, mais je ne peux rien dire. Mais Okay. Mais peut-être qu'on sera voilà sur quelque chose qui finalement fait le lien un peu entre les deux aussi et qui renforceront un petit peu ce qui est l'ADN de la boîte en fait. Ouais, il y a Marmoa qui dit il est habité, c'est le terme. Faut pas en avoir trop au mètre carré, mais ça a toujours une grande valeur. J'en ai quelques-uns dans mon Pokédex. Oui, c'est vrai. C'est vrai que alors les artistes fous, moi je les appelle. C'est vrai que c'est dur à gérer. Hipponeko au quotidien, c'est compliqué. Tu peux pas lui donner des dates précises avec des deadlines, avec des trucs. C'est beaucoup plus organique que ça. Il faut un peu s'adapter aussi à son esprit créatif. Agent du chaos, c'est très bien aussi comme terme. C'est vrai, artiste fou, agent du chaos, c'est vrai. Mais en même temps, à la fin, c'est incroyable quoi. Ils sont capables de trucs. C'est vraiment incroyable. Ça dépasse nos attentes, ça dépasse ce que tu penserais pouvoir être possible pour ton jeu. C'est vraiment hyper agréable, mais c'est dur à gérer. C'est vrai que pour un chef de projet, c'est très compliqué de gérer ce genre d'énergumènes, mais en même temps, on les adore. Et quand ils sont pas là, ça se ressent énormément sur des projets. Si t'as zéro artiste fou, c'est vrai que ça manque énormément. Pas plus de 15 sur un projet à 300. Oui, voilà, c'est exactement ça. Bah oui, c'est le ratio. Tu les jettes, on en avait un sur les îlots comme des grenades. Ouais. Ouais, tu disais, excuse-moi. Non, je disais juste, on en avait 1 sur 12, donc ça correspond à peu près au ratio 15 sur 300. On est à peu près sur les mêmes. Ah, c'est pas mal, hein. Bien joué. En vrai, ouais. Après, la balance micro-gestion est compliquée. Oui. Oui, puis après, il faut... C'est un petit peu le problème, c'est que on pourrait le faire se confronter à des deadlines à proprement parler. En fait, c'est pas trop les deadlines le problème. Hipponeko, il réagissait très bien aux deadlines, par contre, il réagissait très mal au côté quotidien. C'est-à-dire le fait de faire de la composition pendant 7 heures de manière 35-heuresque par semaine. Bah en fait c'était pas possible. Il y avait une semaine où il y avait juste pas d'inspiration. Donc cette semaine-là, c'est impossible de travailler en fait parce que il y avait pas d'inspiration. Et la semaine d'après, par contre, même sous sa douche, il compose. Donc il y a ce truc très bizarre où d'un coup il y a tout qui va arriver et ça va être rendu à la date. Par contre, en effet, la micro-gestion quotidienne, c'est juste pas possible quoi. Donc on s'est adapté pour que ça fonctionne et au final ça fonctionne super bien. Mais c'est vrai qu'il a appris à dev. Ce qui nous a beaucoup servi puisqu'il a fait toute l'intégration tout seul. On n'a rien fait quasiment les devs en audio. Donc trop agréable. Je recommande Hipponeko pour vos projets. Okay. Je recommande. Alors tu as trouvé Alto, mais ce n'est pas encore le moment de récupérer Alto. Alors là, je vais t'aider un peu parce que tu te souviens probablement pas de ce qu'il faut faire. Ah si, il faut aller à la 7ème terrasse. Et c'est incroyable cette mémoire, dis donc. Je suis concentré, je suis présent. On a parlé pendant
20 minutes. Mais t'as remarqué que j'ai jamais été tellement perdu, hein. La bibliothèque, enfin la décharge, j'ai trouvé assez rapidement. Hein. Vrai que... Après, c'est parce qu'il y a un LD de qualité aussi quand même, il faut le dire. Ils ont fait un travail de fou les level designers sur le jeu. La navigation se fait vraiment super bien. Et avec cette contrainte de caméra, parce que la caméra top-down, c'est vraiment un délire à bosser. Il y a des contraintes qui sont très compliquées pour le level design, notamment le fait qu'on voit quasiment pas sur le bas de l'écran. Donc il faut tout le jeu. Si tu regardes la map, tu verras qu'en fait, Constance, c'est en bas de la carte. Parce qu'en fait, toute ton aventure, tu vas progresser vers le haut. D'accord. De la carte. Et ça, c'est parce que justement, comme ça, tu vois toujours la profondeur. Au fur et à mesure de ta progression, t'es guidé par la profondeur. Donc ça, c'est aussi la caméra qui veut ce level design tout en profondeur. Si on avait voulu faire un jeu beaucoup plus ouvert, avec des grandes maps ou quoi, il aurait fallu une autre caméra. Soit une caméra qu'on puisse tourner et baisser un petit peu peut-être. Mais avec une caméra comme ça, il y a des contraintes à prendre en compte qui sont assez fortes. Ou alors il y a des très mauvaises idées comme Breath of Fire, qui est, je rappelle, mon jeu préféré, donc j'ai le droit de le critiquer. Qui a une très mauvaise idée, qui est de pouvoir tourner la caméra sur 45 degrés en appuyant sur la gâchette. Oh là. Donc ça fait que en fait tu appuies une fois sur la gâchette et hop, t'as 45 degrés qui tournent, 45 ou 90? Non, 90. Et ça en fait ça fait que tu perds tes repères tout le temps en fait, parce que dès que tu tournes la caméra, tu sais plus où sont les trucs, tu sais plus par où te diriger, tu comprends plus rien du level design. Donc c'est pas une bonne idée du tout, mais il y a des jeux top-down qui ont cherché à résoudre ça comme ça. Nous on a plutôt cherché à avoir un bon level design plutôt que d'avoir des tricks de caméra audacieux. Ça, c'est un truc auquel on a fait super attention d'avoir des points de vue tout le temps sur son environnement, parce que pareil, caméra top-down fait que tu vois pas beaucoup de ton environnement en même temps, donc il faut créer un peu de temps en temps des éléments de respiration pour voir un petit peu dans la profondeur, voir un petit peu devant. C'est pour ça aussi qu'on a ce shader d'arbres qui fait disparaître les arbres quand ils sont... Voilà, là il est là comme ça, pouf, il disparaît de l'écran quand tu t'approches. Ouais. C'est pour avoir aussi des éléments. Ça nous permet aussi à certains moments de cacher des éléments dans le décor. Donc ça fait des éléments de récompense aussi quand tu découvres des zones secrètes cachées derrière des arbres. Donc là, pour l'instant, tu as 2 personnages principaux et un soutien. Et à la fin, la composition maximum de l'équipe, du coup, c'est 3 personnages principaux, 3 soutiens. Ouh, ah oui, d'accord. Donc il y a quand même 6 persos. Ouais. Et avec les échanges aléatoires des duos, ça offre beaucoup de situations différentes. Ok. T'es obligé de t'adapter en fonction de la paire que t'as eu, quoi. Et tu as parlé tout à l'heure donc du gameplay qui arrivait après le monde. Et en termes de combat, c'est une logique que vous avez trouvée tout de suite, ou est-ce que parce qu'en fait je vois le combat avec 3 éléments. Il y a la composition de l'équipe, il y a les capacités avec cette idée de soutien, etc. Et il y a notamment cette idée de tour avec les coups en temps en fait. Et la question c'est comment est-ce que vous avez bossé sur cette partie-là du game design ? Bah ça, du coup, pour le coup, c'est comme je t'ai dit, arrivé très tardivement dans la prod, donc on a attaqué ça 1 an avant la sortie du jeu. Ouais. Et c'est Robin qui a itéré beaucoup dessus pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. On a eu plusieurs versions du système de combat, mais c'est sur celle-là où on s'est arrêté parmi tous les protos qu'on a fait rapidement. C'est sur celle-là qu'on s'est arrêté parce qu'on trouvait que c'était vraiment pile poil ce qu'on voulait par rapport à ce que je disais tout à l'heure de pont entre l'univers casual et l'univers JRPG hardcore. Donc d'avoir quelque chose qui a les codes du JRPG, qui a quand même un peu de complexité, qui peut se décliner, mais en même temps, voilà, il n'y a pas non plus, il y a 4 actions maximum par personnage. Il y a le système de duo qui apporte un peu de chaos. Donc on a quand même quelque chose d'assez simple en même temps qui te challenge un peu. Pas au début du jeu, c'est très facile là pour l'instant. Ça va se corser un peu. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on a des retours complètement différents. Les gros fans de JRPG, ils nous reprochent que le jeu est trop facile. Okay. Et les gens qui sont des casual gamers trouvent que le jeu est même un peu difficile pour eux, qu'ils ont un peu de challenge à des moments. Donc en fait, c'est très différent
en fonction de sur qui on tombe. Mais en même temps, voilà, le public qu'on vise, c'est vraiment ces gens qui sont à mi-chemin entre les deux, qui n'ont pas forcément l'habitude du JRPG. On peut prendre du plaisir sur Terra Memoria quand même quand on est fan de JRPG, mais il faut pas s'attendre à du challenge. C'est pas un jeu qui est là pour avoir des combats épiques, difficiles. C'est un jeu qui est avant tout là pour qu'on passe un bon moment. C'est un jeu très narratif. Donc les combats, c'est une composante très importante du jeu, mais c'est pas sa composante principale. Si je devais décrire Terra Memoria et dire quelle est la feature principale de Terra Memoria, ce serait plutôt la narration que les combats. Par exemple, je vais te citer un cas très concret. On a eu Atomium qui a fait un live sur le jeu pendant le Steam Next Fest, et ça n'a pas fonctionné du tout sur Atomium. Tout ce que tu cites comme étant des qualités du jeu, il l'a plutôt cité comme des défauts. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, principalement, il lisait beaucoup son chat, il était en train beaucoup d'interagir avec son chat, et donc en fait, il lisait pas vraiment les dialogues, il lisait pas les trucs, et après il était perdu. Du fait qu'on n'a pas d'objectif de quête précis, qu'on n'a pas précisément l'endroit où aller, si tu te déconcentres pendant un petit temps, que tu arrêtes de lire, que tu skippes les dialogues et tout, mais en fait tu peux rien faire dans le jeu. Donc t'es très vite perdu, tu tournes en rond, tu comprends pas pourquoi t'es en train de faire des choses, et en fait ça c'est un peu le côté, tout à l'heure je disais, qui divise. Ouais. C'est que si t'as pas envie de faire l'effort de lire, de t'investir, de comprendre ce qui se passe autour de toi, que t'as juste envie de skipper et de faire des combats et de remplir des objectifs, Terra Memoria c'est pas fait pour toi. Y a forcément une question, mais qui est pas celle, comment dire, on sort un peu du cadre de l'interview découverte pour aller vraiment sur le côté joueur curieux, tu vois, mais on a un système en game design qui va se rapprocher quand même pas mal du jeu de société en termes de jeu de combat, avec ce système de tours. Pas plus tard que la semaine dernière, je jouais à Room 25, qui a justement une espèce de priorisation comme ça donc en gros t'as chaque personnage, et en fait quand un personnage est premier sur le tour, ensuite il passe dernier, et effectivement c'est quelqu'un d'autre qui et en gros t'as une espèce de frise comme ça. Et en fait, on a une DA ici qui est très prononcée, on a un univers qui est assez développé, on a des sorts qui ont des effets qui sont très clairs avec une iconographie. Ma question, évidemment, est-ce qu'à un moment donné, la moutarde a déjà réfléchi, ou ne serait-ce que discuté, de l'éventualité de sortir du médium vidéoludique pour aller sur potentiellement autre chose, comme par exemple du jeu de société ? Eh ben pas du tout. Je pense que si on devait le faire, on le ferait plutôt avec un partenariat avec une boîte qui sait le faire et qui voudrait développer conjointement quelque chose avec nous sur un univers qu'on aurait déjà nous développé de notre côté. Mais je pense que c'est déjà compliqué à petite échelle comme la nôtre de réussir à continuer d'être fort en tech, innovant. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses à voir, tellement de choses à masterer, que c'est deux métiers qui sont quand même au final assez différents, et je pense qu'on est déjà suffisamment occupé comme ça avec le jeu vidéo. Par contre, ouais, c'est des trucs qu'on aimerait faire. On aimerait aussi sortir une BD sur l'univers de Terra Memoria. On aimerait, mais pareil, si on devait sortir une BD sur l'univers de Terra Memoria, on le ferait avec un partenaire et pas nous en interne. Enfin, il y a plein de choses qu'on aimerait faire en fait avec les univers concrets. Mais on est concentré, on essaye de ne pas se disperser. On se disperse déjà beaucoup. Les mecs passent d'un jeu de rythme à un RPG, ça n'a aucun sens. Mais on essaye de rester quand même assez focus sur ce qu'on fait, quoi. La petite spécificité aussi qui fait que c'est très coûteux quand même pour le studio, c'est que on fait nos portages consoles en interne aussi, ce qui est pas extrêmement commun pour des studios indés, surtout des studios indés de notre taille, c'est très rare. Souvent on fait appel à des boîtes de portage pour faire les portages, mais nous c'est une compétence qu'on a en interne et qu'on souhaite maintenir. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très 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 chronophage et qui fait que ça fait beaucoup de cordes à notre arc. Donc voilà, on se concentre. Ouais, effectivement, oui, parce que c'est quand même pas c'est ni les tâches les plus faciles, ni les tâches les plus courtes en vrai. Donc c'est ok. En fait, l'idée c'est quasiment d'être, j'allais dire autosuffisant, non, parce qu'il faut systématiquement avoir des partenaires extérieurs, mais l'idée c'est quand même d'être en capacité de faire toute la chaîne, ou au moins d'intervenir sur toute la chaîne, ou c'est simplement parce que ça fait partie de ce que vous savez faire et vous vous posez pas plus de questions que ça.
tout ce qu'on peut internaliser, on l'internalise. Ok. C'est un peu notre philosophie. Alors, on peut pas tout internaliser, sinon il faudrait qu'on soit 200. Donc, on fait évidemment appel à des partenaires pour les choses sur lesquelles on n'a pas suffisamment de tâches à donner, sur la traduction, sur des choses comme ça. Par contre, sur ce qu'on peut maintenir comme compétences en interne, là où on peut se différencier et être fort, on le fait. Un portage console, c'est quand tu vas voir un éditeur et que tu leur dis on sait faire le portage console nous en interne. Ça enlève quand même une ligne à plusieurs centaines de milliers d'euros du budget, quoi. Donc c'est plutôt pas mal à avoir comme corde à son arc. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite maintenir. Et puis ça nous permet aussi d'atteindre le niveau de qualité qu'on veut, même si c'est dur le portage console. À la fin, on est les seuls responsables de la qualité de la version console sur laquelle on se met. Ça veut pas dire que on est les meilleurs. Il y a peut-être une boîte de portage qui aurait fait mieux que nous. Mais au moins, c'est notre qualité et c'est notre responsabilité qui est en jeu. Un peu comme les problèmes de traduction sur les marchés asiatiques qu'on a eu tout à l'heure. Ça, c'est de la perte de contrôle. C'est le moment où tu as des choses ultra critiques pour ta boîte qui sont plus dans tes mains. Et si elles échouent, c'est sur toi que ça retombe. Et t'es plus le responsable, mais en même temps, c'est toi qui vas manger derrière. C'est ta boîte qui va s'écrouler, c'est ta boîte qui va perdre des revenus. Donc, en fait, même si c'est pas ta responsabilité, c'est toi qui va prendre derrière. Et donc du coup, tout ce sur quoi on peut garder du contrôle, on essaie de le faire. Et le portage console, c'est un peu ça. Et il y a un peu aussi le côté rêve d'enfant quand même. Allez, faut l'avouer, c'est un petit kiff aussi quand même. Je sais pas, il y a ce truc de, tu te revois quand t'es gosse où t'étais émerveillé derrière ta télé cathodique à jouer à Sonic sur Mega Drive. Jamais tu t'imaginerais qu'un jour c'est toi qui ferais le portage console, quoi. C'est tellement délirant en vrai, comme tu sais, c'est un espèce de high five au toi enfant. C'est trop fort en fait, c'est trop fort. Alors du coup j'ai une question par rapport au fait que quand on lance le jeu on a forcément deux logos qui sautent aux yeux. On a celui de la région Occitanie et celui du CNC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche et de comment est-ce que ton studio l'a vécu en fait, parce que on parle notamment de fonds du jeu vidéo, notamment par rapport au CNC. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à obtenir? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes rodé parce que c'est le deuxième jeu? Ou est-ce qu'au contraire ça a été un parcours du combattant? Alors sur Old School Musical, déjà on n'a pas du tout demandé de financement. Donc Ok. c'est un jeu qu'on a fait sur notre temps libre au fil des ans, et en fait c'est un jeu qui a coûté du temps mais qui a coûté 0 €. Donc on a rémunéré les gens qui ont participé au jeu après avec les ventes que ça a généré, mais de base voilà, c'est pas un jeu qui a coûté quoi que ce soit, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mais en effet on n'a pas demandé d'argent public sur Old School Musical. Sur Terra Memoria c'était un petit peu différent. C'était dans notre plan de financement dès le départ. On avait prévu donc de demander donc le fonds d'aide aux jeux vidéo, le FHJV, le crédit d'impôt aux jeux vidéo, CIJV, et on a aidé à fonder l'aide Occitanie, Feu l'aide Occitanie, qui a vécu 2 ans, et Petit Ange parti trop tôt a été tué par sa région qui ne comprend pas bien les enjeux du jeu vidéo local. Ouais. Et donc du coup, on avait beaucoup participé aux tables rondes, donc à la construction du dispositif. Tout simplement, voilà, c'était aussi pour y participer. Donc dès qu'on avait un dossier à présenter, on l'a présenté. Donc Occitanie, voilà, on a fait partie de la dernière commission avant que l'aide s'arrête, et encore la dernière commission où on a dû un peu faire du forcing pour qu'elle ait lieu parce que c'était en train de mourir déjà. Et en fait, sur les 2 autres aides, FHJV on l'a pas eu. Notre dossier était refusé par le CNC, qui je pense a vu que le scope du jeu n'était pas raisonnable du tout. Mais bizarrement, ils ont accepté le CIJV. Et ça, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé pour que le jury du CNC dise oui au CIJV et non au FLJV. C'est un peu bizarre. Mais du coup, on a été sur ces deux dispositifs d'aide-là. Donc l'aide Occitanie, qui est une aide très peu conséquente, c'est... je crois de souvenir, ça doit être 50 000 €, quelque chose comme ça. L'aide CIJV, c'est beaucoup plus important, c'est 30% de la production.
qui est financé par le CNC sous forme de crédit d'impôt. Donc ça, c'est vraiment une somme colossale. C'est un tiers de la production qui est payée par le CNC. Donc ouais, ça nous a énormément aidé de pouvoir compter sur eux. Heureusement, voilà, ils ont été là pour que Terra Memoria voie le jour. Donc voilà, c'est des bons partenaires avec qui on a beaucoup aimé travailler. C'était pas si compliqué que ça en vrai. Il y a un dossier à faire, c'est un peu lourd. Il y a une partie comptable, mais ça se fait. Il suffit de se renseigner. On a la chance à Montpellier d'avoir un bel écosystème quand même, avec qui c'est facile de discuter. Donc très rapidement, tu peux discuter avec des gens qui ont déjà fait des dossiers, prendre du feedback, montrer ton dossier à d'autres studios qui peuvent se donner des retours. En fait, c'est assez facile là où on est de pouvoir monter ce genre de dossier parce que tu as beaucoup d'aide extérieure. Il y a Pushstart aussi qui aide. En ce moment, il y a même carrément un dispositif qui s'est monté pour avoir de la relecture de dossier. Donc ça, c'est la partie jeux vidéo est très bien rodée sur Montpellier. On a un bel écosystème quand même. On a beaucoup de studios indépendants et surtout, ce que j'adore avec l'écosystème montpelliérain, c'est qu'il y a un bel esprit d'entraide. Ça s'est vu très tôt d'ailleurs avec Swing Swing Submarine, on parlait de tout à l'heure, mais qui avait monté le MUG. Enfin, je sais pas si c'est eux qui l'avaient monté, mais en tout cas, sur la fin, c'est eux qui le géraient. Mais oui, tout cet écosystème en fait d'entraide à Montpellier, il est très sain en fait. C'est un écosystème qui est pas en concurrence les uns avec les autres, qui est là pour se filer des coups de main. Et aujourd'hui, il y a pas que Pushstart, il y a Sudpixel aussi. Donc on a un tissu associatif en fait qui est hyper motivé, qui met beaucoup d'énergie à ce qui se passe, plein de choses chouettes sur le territoire, là où la région répond très peu présent, et où dans d'autres régions c'est l'inverse. Par exemple sur Paris, c'est complètement l'inverse. Il y a Capital Games qui est très très fort, donc le cluster régional qui est très puissant. Par contre, les boîtes entre elles communiquent pas beaucoup quoi. Donc c'est beaucoup plus individualiste d'un studio à l'autre. C'est pas pour cracher sur Paris, hein. Bon, non, mais c'est un retour c'est une conversation que j'ai eue cet après-midi par téléphone. Ah ouais. Avec oui, avec quelqu'un qui avait bossé sur Paris et qui me faisait un retour d'expérience vis-à-vis des studios indés. C'est-à-dire, donc c'est vraiment très chaud comme conversation dans ma tête. Ouais, mais le pire c'est que c'est une discussion qu'on avait déjà il y a quelques années. Je me souviens, on avait fait venir un journaliste de Canard PC à l'époque où on développait OSM, donc ça doit être il y a 6-7 ans. C'était les balbutiements de Pushstart. Et à cette époque-là, il était venu et il nous avait dit qu'il avait jamais vu ça ailleurs en France, quoi. Que l'écosystème montpelliérain comme ça, avec les studios qui s'entraident, qui essayent de monter des projets ensemble, en fait, il avait vu ça nulle part ailleurs en France, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment la force qu'on a dans le sud, alors depuis quelques années, on s'est fait un peu rattraper aussi par d'autres régions qui ont commencé à être un peu Active. Active, oui, d'une manière. En effet, poli. Oui. Et qui du coup aujourd'hui ont elles aussi des beaux tissus associatifs et des personnes très motivées, des studios qui s'entraident. Donc c'est très très cool. Mais c'est vrai que voilà, Montpellier, on a ce truc trop fort où nous, ça a été Swing Swing qui nous a introduit à tout ça. Et aujourd'hui en fait, on essaie de le rendre aussi nous, parce qu'on a eu cette aide là quand on est arrivé où on était personne. Et donc nous, la moutarde aujourd'hui, on essaye de faire le max pour donner des conseils, aider les jeunes. Là, il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec la mission locale d'Aix-en-Provence. On est en lien avec l'IUT de Montpellier. Enfin, on essaye vraiment de s'inclure un peu dans tout ce qui est apprentissage, aider les jeunes à s'orienter, donner les bonnes infos et surtout pas avoir de barrières à la tech. Nous, on partage vraiment allègrement notre tech, tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de secret professionnel ou de choses qu'on garde secrètement comme un atout concurrentiel. En fait, nous, on partage tout ce qu'on fait de bien, de cool. On donne des idées aux gens aussi par rapport à ça, parce que derrière, ils nous le rendent en fait. Cette force qu'on a nous sur les autres, et en fait, les autres ont cette force-là sur nous aussi. Donc on reçoit de l'aide, on reçoit des idées, on reçoit plein de choses en fait. C'est ça que je pense qui fait vraiment la force de l'écosystème montpelliérain et Occitanie.
Ce qui est très intéressant avec tous ces échanges, c'est qu'effectivement, on se retrouve systématiquement à la fois avec des sujets qui sont traités de façon très précise, mais aussi on se rend compte au fur et à mesure de la quantité phénoménale de choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on crée un jeu vidéo, qui plus est un JRPG, c'est-à-dire un jeu de rôle de l'école japonaise où vous allez avoir un petit peu comme je l'ai dit précédemment sur un autre épisode, vous allez vous retrouver en fait avec un monde entier à devoir créer, avec des personnages de partout, avec des dialogues à devoir écrire, etc. Et donc effectivement, le fait de pouvoir partir d'un concept qui en plus était de longue date et aller sur toutes ces étapes-là pour enfin sortir un jeu, on est finalement sur un tour de force à la fois artistique, à la fois technique, à la fois finalement logistique, hein, puisque effectivement il faut pouvoir financer tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce point de vue de François Bertrand, puisque effectivement, voilà, sur ces parties-là, il n'a pas été avare en détail, et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un studio qui s'ouvre sur ces thématiques-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une superbe fin de journée, et je vous dis à bientôt.